Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma de retour de vacances dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'une nouveauté sortie ce mercredi en salle qui avait été présentée au Festival de Cannes, à savoir le troisième long métrage de Julien Ducournau, Alpha, qui a pas mal divisé la critique à l'époque. Et nous retrouvons au casting dans les rôles principaux Tahar Rahim, qui s'est préparé physiquement pour cette prestation, il a perdu pas mal de poids. La mère, qui n'est pas nommée, est jouée par Golshifteh Farahani, tandis que la fille, je pense, débute, du moins dans une œuvre en tant que rôle principal, parce qu'on peut dire qu'il y a 3 rôles principaux ici, Melissa Boros pour Alpha, donc c'est elle, Alpha, à l'âge de 13 ans. On va citer dans les seconds rôles les présences de Finnegan Oldfield, le prof d'anglais, ça tombe bien, Emma Mackey avec une perruque qui joue une infirmière. Il y a aussi Jean-Charles Crichet, qu'on reconnaîtra en prof de sport, et le professeur Rollin, aussi, qui joue un principal, voilà, pour des petits coucous. Bref, tandis que le petit ami potentiel d'Alpha, Adrien comme le personnage dans Titane, enfin, entre guillemets, si vous avez vu Titane, vous comprenez, est joué par Louaï El Amroussi. Et donc, il s'agit d'un drame familial. Horreur pas tant que ça, plutôt traumatique si on veut, psychologique l'horreur là. On va suivre, alors c'est censé se passer dans les années 80 peut-être, oui probablement, dans un pays qui n'est pas nommé, quelque part, dans un monde en tout cas. On va suivre, alors, apparemment ça se passe dans la ville portuaire du Havre, c'est ce qui est dit dans le synopsis, j'ai pas trop envie d'y croire à fond ce synopsis, mais on va y suivre une famille, enfin une famille, Alpha, fille unique, d'une mère, il n'y a pas le père. Dans un monde qui va pas bien du tout. Il y a des gens qui ont une maladie, un virus, qui statufie les gens. Voilà, il les transforme en pierre, vaguement comme ça. La mère, donc, elle est médecin. La fille, enfin, va à l'école. Un beau jour, elle se fait tatouer un A pour Alpha, avec une aiguille qui pourrait ne pas être stressante, donc la mère est très inquiète, et elle va faire des tests à sa fille, savoir si elle est malade, et tout le monde va douter autour d'elle. Oh, Alpha, elle pourrait être malade, elle saigne du tatouage. Oui, ça joue sur le body horror un petit peu, comme souvent chez Ducournau, enfin, comme tout le temps du coup. Et donc rejet, peur autour d'elle, et rajouter à cela le frère, donc l'oncle d'Alpha, le frère de la mère, qui débarque là et qui semble lui très atteint. Drogué probablement, ou atteint de cette maladie, il y a peut-être un doute là-dessus, peu importe, peu importe. Et le monde d'Alpha va s'écrouler. S'écroule un petit peu, ça s'effrite même, j'ai envie de dire, avec cette idée de maladie comme ça, des réflexions sur un vent perpétuel autour, c'est très venteux, le fameux vent rouge aussi qui est signifié là, beaucoup de choses et beaucoup d'allégories. Je ferai une zone spoiler à un moment quand même. Et je ressors de là assez... ouais, chamboulé. Je vais pas dire choqué, non, par rapport à Titane, si j'ai envie de dire c'est pas soft, parce que non, on peut pas qualifier cette œuvre-là de soft, pas du tout. C'est psychologiquement et émotionnellement assez chargé. Je vois ce qu'elle a voulu faire, Julien Ducournau, mais là, à chaud, à la sortie du cinéma, je suis pas encore certain de savoir si c'est ultimement excellent, ou un petit peu too much, ou parce qu'il faudra que je le revoie et que je laisse passer du temps. Alors, je choisis de faire cette vidéo à chaud, c'est mon choix. C'est volontaire aussi, il y a une idée de dialogue qui va s'installer là, peut-être avec certaines personnes qui l'ont vu à Cannes, et qui l'ont peut-être revu là, qui vont y voir plus clair. Il y a beaucoup de choses, alors, dans cette idée de chape de plomb perpétuelle, qui est parfaitement mise en scène, en fait, parce qu'il y a pas mal de huis clos, c'est très proche des corps. Alors, évidemment, dès le début, l'introduction, alors, Alpha, petite fille et tout, avec le frère qu'elle a rencontré, mais elle le frère de la mère, donc son oncle qu'elle a rencontré, mais 8 ans après, elle s'en souvient plus. Alors, il y a déjà une sorte de malaise là-dessus, sur le plan familial. Bon. Et on filme de très près ces bras meurtris, forcément par les aiguilles. Elle, transition avec son tatouage 8 ans après. C'est comme s'il y avait un lien qui se faisait entre l'oncle et la nièce. Oui, probablement. Et donc, on va au plus près des corps. Et Julien Ducournau, elle aime faire ça. Que ce soit dans la souffrance ou même dans la naissance d'un amour, un moment avec le petit ami. Il y a beaucoup de trucs là-dessus. Mais c'est toujours avec ça qui étouffe. D'ailleurs, il y a une scène à un moment de rêve ou de cauchemar, parce qu'il y a beaucoup de rêves et de cauchemars dans le film, j'y reviendrai, où il y a le plafond qui s'écroule, enfin qui descend comme ça. Et il y a cette idée-là, quoi. Beaucoup de scènes nocturnes où elle veut s'échapper de sa chambre ou pas, il y a un échafaudage qui tangue avec le vent.
Jeu de clair-obscur perpétuel, et beaucoup de sur la photographie, les lumières, c'est assez fort ça. Voilà, c'est Ruben Impens qui s'en occupe, donc on le salue, le chef-op. Et le jeu sur le son du vent, il y a tout un truc là-dessus d'atmosphère. C'est un film atmosphérique comme l'avait déjà fait avant Julia Ducournau. Elle poursuit là-dessus, elle a une approche sensorielle des choses, corporelle, body horror, Cronenberg, bien sûr, on peut toujours y penser. Mais j'ai envie de dire qu'ici, elle s'émancipe un petit peu de certaines influences, presque, pratiquement. J'ai envie de dire que c'est son œuvre la plus personnelle, aboutie dans un certain sens. Elle progresse. Entre-temps, elle s'est occupée de quelques épisodes de la série Servant, chapeautée par M. Night Shyamalan. Bon, ça a peut-être aidé aussi. Bon, il y a toujours l'aspect musical, Jim Williams et des rajouts autour. Je vais pas aller il y a du Portishead, il y a un moment très fort avec du Tame Impala, il y a du Nick Cave, du Beethoven. Je fais très large là. C'est ça, c'est donc ambiancé à fond, une scène de danse comme dans les deux précédents. Ok. On retrouve on va dire, les approches du Ducournau. Et évidemment, cette obsession qu'elle a, rapport entre l'identité du corps et de l'esprit. Et là, on va très très profondément dans ce cercle familial, qui est très complexe. Enfin, mère et une fille, voilà. Bon, mais, avec le frère qui débarque, donc l'oncle, mais il y a des moments, il y a une scène profondément familiale, tous ensemble, dans la cité à côté. C'est l'Aïd, avec la grand-mère, les sœurs de la mère. Et oui, mais le frère, hein, l'oncle Amine, il n'est pas convié. Il y a déjà le rejet là, c'est une des thématiques principales du film, c'est le rejet. Hein. Voilà, ce monde-là. Et c'est particulier parce que c'est très personnel à Julia Ducournau, qui est elle-même à moitié kabyle, et qui a voulu mettre de cela, de ces scènes de vie-là, c'est des scènes de vie, et autour il y a la mort. C'est très profond ça d'ailleurs, un monde qui n'existe plus. C'est un monde d'ailleurs, auquel les gens ne croient plus. Un peu ça. C'est pas pour rien qu'à un moment à la télé on voit du Terry Gilliam, le film L'aventure du baron Munchausen, qui dit clairement que voilà, c'est un monde dans lequel on ne croit plus. C'est là qu'elle transfère donc cet univers-là, quelque part en France dans les années 80-90 peut-être. Et elle nous le balance dans la gueule de nos jours. Et je ne peux pas ne pas y voir un message social. Je ne sais pas si j'y surinterprète des choses. Une époque où tout le monde pouvait finir par s'accepter, même le raciste de la famille. Je ne plaisante pas, il y en a un raciste, mais il fait partie de la famille. Tout le monde vit ensemble dans cette cité. Et puis, il y a eu une bascule. Dans les années 80, le sida, la peur et autre chose, autre rejet. Le sida, peur de l'homosexualité. Avant, par rapport à l'immigration, peur, rejet dans ces cités. Pouf, le vent rouge qui rappelle le désert dans ces cités qui sont bercées de ce vent rouge, qui, soi-disant, seraient les expirations des morts, hein, qui se statufient. Hein, on est dans le fantastique. Il y a encore cette approche du fantastique, comme c'était le cas dans Grave, un petit peu quand même, hein, un petit peu, et dans Titane à la fin. Il y a ça qui se met en place ici. Mais alors, on est totalement dans l'émotion sociale et familiale, là. C'est un film poignant sur comment une famille continue à exister. Microcosme très simple, mère et fille perturbées par l'arrivée de l'oncle, du frère. Et à côté, vous avez aussi donc cette existence qui a l'air très simple autour, où ils continuent à vivre dans un autre monde. Mais à part, exclus eux aussi dans cette cité. Exclus comme, d'ailleurs, par ce vent rouge qui les a envahi dans un certain sens, qui fait que derrière, autour, les gens vont se méfier. Et vous avez un film de méfiance, de peur et de rejet, sur plusieurs points. Alors, évidemment avec la maladie, ok. Alpha qui saigne et on ne sait pas si elle est malade, ses camarades commencent à la rejeter, même son mec, là, qui n'est pas vraiment son mec, mais quand même, à un moment, il a peur. Il y a le rejet aussi de l'homosexualité à travers un élève, parce qu'il y a le prof d'anglais là qui fait une sorte de cours hein, sur un poème d'Edgar Allan Poe qui est très important, A Dream Within a Dream, un rêve dans le rêve. En fait, c'est lynchien, très lynchien, mais le rêve dans le rêve c'est très important dans le film. Donc il y a toute une idée là-dessus, et on voit après le prof d'anglais d'ailleurs est homosexuel et son copain est malade. Bon, ok. Toute forme de rejet là-dessus, rejet envers les drogués et tout, les marginalisés. D'ailleurs, à un moment, une scène Underground by Night, dans ce nightclub, là où on voit que des marginaux. Enfin, des gens qui ont été rejetés, du coup, hein, des malades. Enfin, des gens qui ont ce virus, qui quand même continuent à vivre. Qui n'a pas l'air très transmissible, hors peut-être le sang, on ne sait même pas trop, en fait. Il n'y a pas trop de règles. Bon. Évidemment, allégorie du sida, certainement, mais c'est autre chose. Ça rappellera évidemment l'ambiance Covid et tout, qui a encore plus rajouté du rejet et des distances sociales, évidemment. Et des discriminations à l'appel depuis donc
4-5 ans. Voilà. Et en fait, c'est un film qui est assez étonnant là-dessus, parce que je trouve qu'elle veut réfléchir sur son époque, sur sa vie personnelle, sur le monde dans lequel on vit. Et c'est ça aussi, le cinéma, entre guillemets, de genre. Ducournau le prend parfaitement en main ici. Alors, le problème, c'est les à côté. J'ai revu Grave et Titane pendant les vacances d'été, et je me suis d'ailleurs surpris, ou pas en fait, c'est pas si surprenant que cela, à préférer finalement, bizarrement, Grave à Titane, alors que c'était totalement l'inverse. Titane, je l'avais même mis dans mon top 5 de 2021. Titane, il y a trop de choses, et on sent que ça pouvait être abouti encore plus, avec genre une demi-heure de plus de film et tout. Grave, c'était, au moins, voilà, ça arrivait de A à Z, on pouvait reprocher des choses, mais il y avait quelque chose qui allait au bout. Là, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire que on retrouve d'une simplicité intime, familiale pour le coup, même si Titane c'était reconstruit, c'était pas très, voilà. Mais là, voilà, à la Grave, un peu. Mais il y a aussi ces ambitions-là qui font que je vais être obligé de surinterpréter. Et je me risque à vouloir adorer le film en surinterprétant. Et c'est peut-être bien aussi. Parce qu'il y a plein de choses là-dessus qui sont à dire. Bon, performance actrice-acteur, c'est galvaudé de le dire, mais c'est très très bien. Alors surtout à Raïm, parce que là, il a fait un énorme travail, mais un jeu un peu psychologique assez sur les nerfs, forcément. D'abord, le rapport au corps absolu avec lui. Bon, il y a des prothèses en plus, mais il a vraiment perdu du poids. Très belle révélation pour Mélissa Boros, qui joue bien l'émotion et la colère, aussi une forme de colère, un temps de s'émanciper. La mère est trop possessive, trop plein d'amour, parfois c'est pas forcément bien. La mère, c'est très très touchant parce qu'on voit qu'elle veut... C'est une médecin. En bourgeoisie, d'ailleurs, il y a ce discours aussi sur la transidentité des familles en génération, avec la grand-mère qui ne parle que kabyle, je crois que berbère, voilà. Bon, bref, désolé si je me suis trompé. La mère entre les deux, qui va parler deux langues, et la fille qui ne parle que le français. Bon, ça c'est traditionnel, mais la mère en bourgeoisie médecin, qui s'est installée un peu plus loin de la cité, mais qui veut tout faire pour tout sauver. Voilà. Cette idée, au début, elle défile les corps. Plus on avance sur un corps en travelling comme ça, plus la maladie est avancée. Puis à la fin, il y en a un qui est complètement statufié. Très importante cette scène, elle était au début. Tout le début du film raconte beaucoup de choses, comme beaucoup dans ce genre de film d'ailleurs. Et après, il y a le jeu des temporalités, parce que la petite fille de 5 ans, l'adolescente qui est en train de changer un peu, c'est pré-grave, si vous voulez, là-dessus, où elle commence aussi à avoir... Bah oui, elle commence à devenir une jeune fille, voilà, autrement, mais il y a aussi cette idée d'évolution. Comment rentrer dans ce monde qui n'existe plus, et qui commence à ne plus exister, parce que c'est ça le message. Et spoiler, donc, il y a toute une finalité remarquable. On comprend très vite que Amine, l'oncle, il y aurait une malédiction, possession peut-être, le diable, alors ça c'est les croyances de base, le vent rouge et tout, bon, peut-être. Bon, il est malade peut-être depuis longtemps, oui, et apparemment c'est avec la drogue qu'il survit. Le gars est obligé d'être shooté en mode réveil adrénaline, parce que sinon il se statufie, il a pu survivre comme ça, mais survivre, pourquoi ? Le pauvre, c'est une épave qui se traîne. C'est le gars qui ne peut plus vraiment vivre et qui ne peut pas vraiment mourir. Pourquoi? Parce que sa sœur l'a sauvé déjà. Et Alpha, en fait, en jouant sur la temporalité, elle aimerait laisser son oncle mourir. Elle a compris qu'il voulait se libérer. D'ailleurs, il y a une scène d'émancipation entre les deux, By Night, qui en dit non. La fameuse scène avec le dancing et tout, là. Bon. Très dur, tout ça. Musique de piano bizarre à ce moment-là aussi. Pourquoi pas? Bon. Et en fait, on comprend que Alpha elle-même, elle est peut-être malade, on ne sait pas. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de réponse. Elle ne l'est peut-être pas, finalement. Peut-être pas. La fin peut laisser une ouverture là-dessus. Parce qu'elle finit dans le vent rouge. Pour imaginer qu'il y a une forme de... C'est comme si elle se statufiait, mais par rapport à tout ce qu'elle a vécu, pas par rapport à ce qu'elle aurait comme maladie. Et elle souhaite, parce que c'est ce que veut Amine, qui aimerait mourir décemment, en fait, bon... Elle le libère, à un moment elle le laisse dans la rue pour qu'il crève, mais en fait c'est compliqué, mais il va crever, ou pas, oui, si, après ça sera trop tard. Et en fait au chevet à la fin, où Amine est en train de se statufier, on comprend que c'est le corps que la mère voit au début. Ou pas, ou peut-être. Et c'est là où en fait j'ai pas trop envie de réfléchir plus maintenant, mais le fameux rêve dans le rêve de Edgar Allan Poe là, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des cauchemars et des gens qui se réveillent. Et à la fin, il y a quand même 2 réveils successifs de la mère et de la fille et de la mère, dans ce sens-là. Ça peut vouloir dire des choses. N'essayez pas trop de savoir où est la réalité ici. Le message de Ducournau, il est plutôt dans cette idée que c'est un monde que je vous présente là, qui n'existe plus. Donc réalité, ce n'est plus la nôtre. Ça a pu peut-être être une forme de réalité. Mais là, je vous mets de la science, du surnaturel, pas de la science-fiction, du fantastique par-dessus. Ce n'est pas le réel, mais ça dépeint quand même un changement. Changement à une époque où tout le monde pouvait vivre ensemble. Puis il y a eu cette peur, ce rejet, de plus en plus, au fil du temps. Bon, ici, allégorie simple. Voilà. Bon, simple, un virus, ok. Et ben aujourd'hui,
c'est compliqué. Et le monde a tendance à se statifier dans le rejet, chacun dans son coin, immobile, là. Ne va pas vers l'autre, il n'y a pas de mouvement qui réintègre tout le monde. L'entre-soi est compliqué, on le voit dans notre monde de toute façon. Voilà, les gens n'arrivent plus à vivre ensemble. Alors pourquoi et tout? Il manque peut-être un petit peu de profondeur dans les causes aussi, peut-être. C'est un constat, sans vraie solution apportée, peut-être. Mais il y a quand même cette idée que quelque chose a basculé. C'était mieux avant, peut-être, pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit un message comme ça. On pourrait y voir plein de trucs, en fait. À la fois progressiste et réac, si on veut vraiment analyser en profondeur. On reste dans un entre-deux. Mais du coup, non, elle est dans un entre-deux, de toute façon. Par définition, par ses doubles origines, par plein de choses. Par son embourgeoisement, par le cinéma aussi, elle en est consciente. Le personnage de la mère, c'est un peu elle. Alpha, c'est un peu elle aussi. Il y a plein de trucs là-dessus. Et c'est passionnant. On peut même y voir un discours cinématographique au-delà de cela, à travers le personnage de Tahar Rahim, qui représente peut-être un cinéma qu'on ne fait plus trop comme ça aujourd'hui, qu'on va laisser mourir, mais il y a une transmission derrière. Il y a Alpha, il y a Ducournau, et d'autres cinéastes de genre, entre guillemets, qui se mettent vraiment bien, hein, depuis quelques années, Ari Aster, hein, pour ne citer que lui, ou là, récemment, Zach Cregger, avec son très passionnant Évanoui Weapons. Donc, il y a cette idée à la fin, oui, il s'évapore, Amin, hein, il part dans le vent rouge, etc. Bon, libération, mais une libération sur les larmes d'Alpha, qui a compris aussi que cette libération-là, elle reste. Ceux qui restent, toujours plus dur. C'est un film aussi sur le deuil. Accepter le deuil ou pas, la mère, elle n'accepte rien. Alpha accepte. Mais bon, elle accepte de rester là. Que va-t-il se passer maintenant? Let it happen. Comme le dit la chanson de Tame Impala. C'est du suspense. C'est comme la fin de Titane qui laissait un suspense aussi, qui laissait une idée de transmission, que la vie continue après une mort. C'est pareil là, c'est pareil. Filiation, l'idée de la famille, hop, mais quand même, deuil, mais, double deuil, mais, parce que c'était ça Titane, là aussi, puis travail sur le corps, tiens, Vincent Lindon, ok, il est passé par là, bah Tahar Rahim aussi, hein, comme quoi, hein, ça y va. Hein. Chez Julia Ducournau, si vous voulez postuler un jour pour jouer des rôles importants dans son cinéma, vous savez quoi faire. Non mais c'est passionnant, c'est passionnant. Et je ne vais pas aller plus loin dans une analyse là, que je ferai peut-être autrement sur un autre média que vous connaissez bien en duo. Voilà, si tout va bien. Hein, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Je ferme la zone spoiler. Alpha, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Ça va pas plaire à tout le monde parce que ça... C'est le Ducournau qui passe la vitesse supérieure aussi d'une certaine manière, qui reste dans ses obsessions, et qui est un peu dans cet entre-deux. Le film l'est, hein. Elle aussi, elle l'est. Et puis c'est ça l'histoire de son cinéma. Il y a un peu de grave, il y a un peu de Titane, qui va aller vers un truc plus intime, plus personnel. Mais on en reste là. Et ça sera toujours une réalisatrice qui divisera, qui se divise elle-même un petit peu, qui divise les émotions de son film, qui parfois, du coup, part un petit peu dans tous les sens. Et c'est pas évident d'aller dans la profondeur, même dans le message, même dans les analyses thématiques que j'ai pu faire dans la zone spoiler. Mais c'est pas grave, on prend. Parce que c'est du cinéma. C'est une œuvre hybride. C'est quelque chose comme cela qui va... oui, body horror peut-être plus, peut-être psychologique horror, là, quelque chose de drame social, humain et personnel. Et ce rapport donc à la vie et à la mort, de toute façon. C'est universel, ça. Ce monde qu'on rêve, mais ce monde qui tombe dans une réalité, et c'est pas facile. Pas facile. Pas pour rien, hein, ici, qu'on se sent un petit peu ailleurs, dans cet univers créé ici. Par Ducournau, qui est évidemment à la fois réalisatrice et autrice, scénariste de son film, comme les deux précédents. Voilà, une vraie artiste. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Alpha, comment vous le situez dans la filmographie de Julia Ducournau, comment vous l'avez apprécié ou non, si vous l'avez revu ou pas depuis Cannes, ou si vous... Voilà, hein, faites ce que vous voulez, mais en commentaire, je vous attends au tournant. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.